Bonjour, bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité à vous parler des infections nosocomiales ou alors, comme vous le verrez d'une manière plus large, en fait des infections liées aux soins. Alors si vous demandez à votre concierge ce qu'elle sait ou ce qu'elle connaît des infections nosocomiales, sa principale source d'information, ça va être la presse, que ce soit télévisée ou papier. Et ce qu'elle a compris, c'est d'abord que ce sont des infections qu'on acquiert à l'hôpital et que finalement, de ce fait, maintenant elle est inquiète quand elle est hospitalisée ou quand l'un de ses proches est hospitalisé parce qu'elle a peur d'acquérir ces infections nosocomiales. Elle a d'autant plus peur qu'elle a compris aussi que c'est des infections graves qui pouvaient tuer les patients. Et donc maintenant, quand elle rentre, il y a vraiment ce sentiment de peur. Elle a aussi bien compris que, grosso modo, on n'ose pas trop le dire, mais c'est la faute aux médecins et aux infirmières qui sont des gros crados avec des problèmes d'hygiène et qu'on n'ose pas le dire toujours, mais elle a bien compris qu'il y avait ce problème d'hygiène et que derrière, sans qu'elle sache vraiment trop en quoi, mais en tout cas, elle a bien conscience que les bactéries qui causent les infections nosocomiales sont particulièrement dures à traiter. Le concept de résistance aux antibiotiques, elle l'a compris, et s'il y a un mot dont elle se rappelle, ce sont les staphylocoques. Et finalement, vous avez une chance sur 3 que le staphylocoque, elle l'ait encore, et qu'elle vous en parle comme d'un compagnon qui l'accompagne après sa sortie de l'hôpital. Et en fait, au-delà de ces messages-là, probablement ce qui l'inquiète le plus, et ce qui est la source principale de son traumatisme, c'est que les infections nosocomiales ont failli tuer Johnny Hallyday. Et ça, c'est le message qu'elle aura retenu. Donc, autrement dit, tout le monde est concerné. Et vous le verrez à la fin de la présentation. En gros, elle a à peu près tout compris des infections nosocomiales et tous ces messages sont justes, à savoir que ce sont des infections fréquentes qui peuvent être graves, que l'hygiène joue un rôle majeur dans leur prévention, qu'elles sont associées à la résistance aux antibiotiques et qu'elles peuvent concerner tout le monde, y compris Johnny Hallyday. Alors, il y a un autre personnage important dans l'histoire qui a lui aussi tout compris au problème, et c'était il y a plus de 150 ans. C'était Ignaz Semmelweis, qu'on voit ici, qui était obstétricien à Vienne et qui, à l'époque, en 1847, travaillait dans 2 cliniques de maternité. Il avait observé une différence majeure dans ces 2 lieux de soins. Dans la première maternité, plus de 16% des femmes décédaient d'infections dans le suite de l'accouchement, de fièvre puerpérale, alors qu'elles n'étaient que 3% d'entre elles à mourir de cette cause dans la deuxième maternité. Alors ça l'a interpellé, il a commencé à mener une enquête, à essayer de comprendre pourquoi. Et il a observé que dans la première maternité, il n'y avait que des étudiants masculins, et dans la seconde, que des étudiantes femmes, qui étaient donc des sages-femmes. Et à l'époque, à Vienne, pour faire médecine, il fallait être un homme. Et évidemment, les autopsies n'étaient faites que par les étudiants masculins, étudiants en médecine, ce que les sages-femmes ne faisaient jamais. Et donc, il s'est dit peut-être que les étudiants en médecine transportent les particules cadavériques depuis la salle d'autopsie jusqu'à la femme en travail, et que c'est ça qui cause l'infection. Et pour tester son hypothèse, il a imposé aux étudiants donc masculins une étape de lavage des mains, avec à l'époque ce qui se faisait de mieux comme antisepsie cutanée, et ce qui a conduit à une réduction importante de la mortalité dans l'étude de couches en revenant à un chiffre qui était comparable à la deuxième maternité. Et finalement, c'est un exemple majeur, parce que d'une part, c'est le premier exemple publié d'infection nosocomiale, et surtout avec une mesure finalement préventive, efficace, mise en place, et qui a permis d'améliorer les choses dans la suite. En termes de définition, votre concierge a grosso modo tout compris. Les infections nosocomiales, elles sont définies par des infections qui se développent à l'hôpital et qui n'étaient ni présentes ni en incubation au moment de l'admission. Et ce qui fait que, à la fin des années 80-90, il y avait une vision un peu dichotomique avec d'un côté les infections acquises dans la communauté, à la maison, et de l'autre les infections nosocomiales. Mais on s'est rendu compte que c'était une définition qui était trop facile et imprécise, dans la mesure où il y avait des patients qui, certes, vivaient à la maison, mais avaient des contacts fréquents ou étroits avec le système de soins. Ils avaient 3 séances de dialyse par semaine à l'hôpital, des cathéters pour de la nutrition ou des soins à domicile, ou alors de la chimiothérapie une fois par semaine à l'hôpital ou en hôpital de jour. Et donc a émergé le concept d'infections liées aux soins, qui sont n'importe quelle infection survenant après un contact avec le système de soins, que ce soit diagnostic, préventif ou thérapeutique. Évidemment qu'elles peuvent être distinguées en infections nosocomiales ou non. Elles peuvent toujours évidemment être acquises à l'hôpital, mais les infections liées aux soins peuvent survenir à domicile. Évidemment, il reste encore des infections non liées aux soins. Un patient qui va faire une infection respiratoire alors qu'il n'a jamais mis les pieds ni dans un cabinet médical ni à l'hôpital. Alors en termes d'épidémiologie, votre concierge pense que c'est fréquent. Et en fait, la principale source d'information et la plus robuste en France, c'est une enquête nationale de prévalence qui est menée régulièrement par l'Institut national de veille sanitaire et qui, un jour donné, se demande quelle est la prévalence de l'infection nosocomiale à l'échelle de la France. Et c'est un système qui est assez robuste, parce qu'en 2012, ça incluait 90% des structures de santé françaises, publiques et privées, avec, pour l'édition 2012, 300 000 patients qui étaient concernés par l'enquête.
et ils ont identifié que plus de 5% des patients, à un moment donné, avaient au moins une infection nosocomiale. Et quand on essaye de regarder la photographie globale de ces infections, on se rend compte que les principales sont des infections urinaires, des infections respiratoires, des infections du site opératoire, par exemple dans l'étude d'une chirurgie abdominale ou d'une prothèse articulaire, ou des bactériémies qui peuvent être secondaires à une infection liée au cathéter. Alors évidemment, pas rentrer dans le détail de toutes ces infections, en termes de facteurs de risque, de physiopathologie, mais il y a finalement un facteur de risque qui revient fréquemment et quasiment systématiquement dans les études épidémiologiques ou causales, c'est l'existence d'un facteur, d'un dispositif médical implanté, que ce soit la sonde urinaire pour les infections urinaires, les sondes d'intubation orotrachéale pour les pneumopathies, pour les infections respiratoires, ou les cathéters vasculaires pour les bactériémies. Et donc ça va être un constat majeur dans la mesure où un outil principal de prévention, ça va être surtout d'éviter ou de retirer précocement tous les matériaux invasifs, que ce soit à visée diagnostique ou thérapeutique, pour finalement lutter contre cette brèche qui favorise le passage des bactéries ou des champignons de l'extérieur vers l'intérieur. Alors pareil, sur le plan préventif, une fois qu'on a dit ça, il y a d'autres mesures préventives qu'on ne pourra pas détailler, mais si on prend l'exemple des cathéters vasculaires, donc la première mesure, c'est de ne pas les poser. Évidemment que quand il n'y en a pas, il y a moins de risques qu'ils soient colonisés, contaminés. Les retirer dès que possible, les poser dans des conditions idéales d'asepsie avec des mesures telles que les masques, les blouses stériles, les gants stériles, par des équipes entraînées, ce qu'on appelle les conditions de barrière stérile maximale, et puis des mesures extrêmement simples de préparation cutanée, de choix de l'antiseptique, d'hygiène des mains. Et tout ça, finalement, constitue, disons, le pilier de la prévention avec des mesures simples qui, globalement, sont peu coûteuses, en dehors des masques et des champs stériles qui coûtent de l'argent, mais le reste, c'est vraiment simple et robuste et extrêmement efficace. Mais on sait qu'une fois qu'on a fait ça, le risque d'infection, il n'est pas égal à zéro, et que, finalement, à partir de là, c'est le point de départ à l'élaboration d'autres mesures préventives qui sont, pour la plupart, issues plutôt de la recherche fondamentale. Et un élément qui peut être une piste, un guide pour réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire en termes de prévention, c'est d'imaginer un deuxième lien entre toutes ces infections, alors pas toutes évidemment, mais en tout cas toutes celles qui surviennent sur un matériel implanté, qui sont qu'elles surviennent pour la plupart associées à la formation de biofilms, qui sont chers à certains d'entre vous dans la salle, qui sont donc ces communautés de microbes, bactéries ou champignons, qui sont collés aux surfaces, entre autres possiblement étrangères, comme les cathéters et les sondes urinaires, et qui vont rendre le traitement de ces infections plus complexe. Et donc ça permet d'imaginer, en fonction des sites d'infection et du type de matériel, des stratégies alternatives de prévention ou de traitement. Et je voulais juste en citer une. Donc ces mesures, évidemment, peuvent être proposées pour les sondes urinaires. Là, c'est un exemple un peu caricatural de sondes bouchées par un biofilm incrusté de calcium. Ça, c'est la surface des sondes d'intubation orotrachéale. Et puis ça, c'est un autre exemple à la surface du cathéter qui a été coupé là. Et donc, un exemple que je voulais vous montrer, qui a été développé donc, toujours par cette fameuse équipe qui a choisi de rester silencieuse aujourd'hui, et qui est le fait de modifier les surfaces de certains cathéters pour essayer de trouver des molécules qui vont empêcher l'adhésion des bactéries à la surface. Donc c'est ici la méthylcellulose qui est un polymère hydrophile, qui va donc lutter contre l'adhésion des bactéries, et qui permet, donc ça c'est un exemple in vivo, d'un cathéter qui est protégé en tout cas par cette substance, qui est recouvert de méthylcellulose, et là c'est un cathéter qui n'est pas modifié, et testé avec la mise en contact avec du Pseudomonas aeruginosa. Ici, on voit le biofilm bactérien à la surface du cathéter non traité versus traité, avec des mesures qui doivent maintenant être évaluées en clinique, mais en tout cas qui constituent des pistes pour mieux prévenir ces infections liées aux soins. Alors, votre concierge avait, disons, ce sentiment que les bactéries étaient particulières, et effectivement, ce qui est bien documenté, c'est que les micro-organismes responsables d'infections liées aux soins sont plus fréquemment résistants aux antibiotiques, et en reprenant l'exemple de l'enquête de prévalence, si on prend l'exemple par exemple des Staphylococcus aureus responsables d'infections, 38% sont résistants à la méticilline, ce qui est plus fréquent qu'en communautaire. Et pour les entérobactéries, un quart d'entre elles sont résistantes aux céphalosporines de 3e génération, qui sont classiquement une des premières lignes de traitement et parmi les plus efficaces. Alors, pour prévenir la dissémination de ces germes résistants et parfois multirésistants, il y a des éléments qui, là encore, sont simples et pour la plupart peu coûteux, qui sont sans doute le plus efficace pour le moyen et le long terme, qui va être de réduire la consommation d'antibiotiques pour réduire la pression de sélection, à la fois à l'échelle de la communauté, donc concrètement convaincre les patients et leurs familles que les antibiotiques pour la grippe, pour la gastro-entérite, ça ne marche pas, ça ne sert à rien,
Ça, c'est pour la communauté. Et puis, pour le monde hospitalier, mettre en place des équipes qui vont surveiller les prescriptions antibiotiques et éviter que les antibiotiques soient prescrits trop longtemps ou de manière trop large dans les indications d'infection, qu'elles motivent l'hospitalisation ou que ce soit des infections nosocomiales. Alors, l'autre élément pivotal, c'est l'hygiène, avec surtout l'hygiène des mains, avant et après chaque contact avec un patient. Et puis, pour certains germes particulièrement durs à traiter ou particulièrement résistants, ou qui ont des capacités à diffuser accrues, mettre en place des mesures d'isolement des patients ou des barrières, ce qu'on appelle des précautions de barrière, à savoir par exemple porter certains types de tabliers ou éviter donc que le patient dissémine sa bactérie dans l'hôpital. Alors pour cette hygiène des mains, ça a l'air simple comme ça, mais il a fallu plusieurs, peut-être pas siècles, mais décennies de travail des équipes d'hygiène pour faire admettre que le lavage des mains était fondamental. Avant c'était avec de l'eau et du savon, et maintenant c'est avec l'eau, c'est la solution hydroalcoolique, avec des campagnes qui sont menées dans les hôpitaux pour informer les médecins, les infirmières de comment se laver les mains, encore une fois, avant et après chaque patient. Et une question importante, c'est est-ce que ça marche ? Et concrètement, oui, ça marche, avec des données qui sont de différentes natures, mais disons la plus convaincante, c'est un travail français qui en fait a évalué au cours du temps sur 10 ans, donc ça c'est les abscisses de 93 à 2007, pendant plus de 10 ans, l'impact, en tout cas la proportion des staphylocoques auréus résistants à la méticilline au sein d'infections nosocomiales dans une quarantaine de centres de santé, avec la mise en place de programmes de contrôle. Un premier programme ici, qui visait donc à sensibiliser les équipes sur le portage de la bactérie et sa dissémination, et une deuxième campagne en 2001 qui renforçait, disons, les mesures d'hygiène cutanée. Et ils ont évalué au cours du temps, d'une part, la proportion des staffs dorés métiers par rapport à l'ensemble des staffs au cours du temps, qui passe de 40% à 23%, 22% à la fin de la procédure, et puis l'incidence de ces infections qui passe là, par exemple de 0,9 à 0,44. Et en parallèle, c'était un des marqueurs d'efficacité de la campagne, ils ont évalué la quantité, le volume consommé de soluté hydroalcoolique, donc pour le lavage des mains, au cours du temps, à partir de cette date où ils ont commencé à renforcer cette mesure-là, avec une augmentation importante au cours du temps, et qui probablement est un des facteurs qui a concouru à améliorer les choses par rapport au staff doré métier. Et donc, quand ces données avaient été publiées, dans le milieu de l'hygiène, ça a été l'effervescence et, la joie de constater que ça pouvait marcher, que c'est des mesures qui étaient efficaces. Mais là où les équipes ont un petit peu déchanté, c'est avec la publication quasiment concomitante d'autres données qui suggéraient qu'en parallèle, les choses n'étaient pas aussi simples. Donc vous avez là entre 2002 et 2011, ça c'est l'incidence des infections causées par Staph doré métier au cours du temps qui décroissent avec une proportion qui est comparable à la diapo précédente. Et en fait, ils ont, dans ce travail, ils sont intéressés à d'autres germes résistants, qui sont les entérobactéries productrices de bêta-lactamase à spectre étendu, les BLSE, et qui en parallèle, dans les mêmes centres de santé, alors que les mesures de prévention étaient les mêmes, augmentaient de manière significative, et jusqu'à devenir plus incidentes que le Staph doré métier. Alors évidemment, c'était angoissant, dans la mesure où les mesures d'hygiène étaient, disons, au taquet des capacités des équipes, et qu'on ne comprenait pas bien pourquoi est-ce que ça émergeait au cours du temps. Et une des raisons probables, c'est sans doute pas la seule, mais c'est probable, c'est qu'en fait, ces bactéries résistantes émergent dans la communauté, chez des patients sains ou non. Et par exemple, dans ce travail français, on a mis en évidence que 6% de sujets sains qui avaient un écouvillonnage rectal étaient porteurs, au niveau donc rectal, de bactéries résistantes, donc de Escherichia coli, producteurs de BLSE. Et donc une hypothèse, c'est que ces patients qui vont être hospitalisés ne vont pas être identifiés comme étant à risque et à ce moment-là peuvent diffuser leur portage, dans la mesure où ils ne sont pas identifiés comme des patients à haut risque de portage de bactéries résistantes. Donc il y a toute une réflexion sur comment définir ces patients, comment les identifier tôt pour essayer de prévenir la dissémination de la résistance. Donc en conclusion, vous l'avez vu, la concierge avait raison, infection fréquente avec des conséquences médicales et économiques majeures. Le pilier de leur prise en charge, c'est vraiment la prévention. Une fois que l'infection est là, finalement, en dehors d'essayer de traiter le patient, il n'y a pas grand-chose de miraculeux à faire. La prévention repose sur l'hygiène et puis le fait d'éviter les matériels implantés, prendre en compte la menace que constituent les bactéries multirésistantes et puis réduire au maximum la consommation antibiotique. L'hôpital joue un rôle, mais on sait que le volume d'antibiotiques est mineur par rapport à la communauté ou par rapport à, dans certains pays, les consommations en agriculture ou en élevage animal. Et donc, clairement, un impact direct de cette consommation sur la dissémination de la résistance. Voilà, donc je vous rassure, Johnny Hallyday va très bien maintenant, il est guéri. Et puis, je passe la parole à Vincent qui va vous parler des mycobactéries qui, plus rarement, mais ça arrive, peuvent être responsables d'infections nosocomiales. Et je vous remercie pour votre attention.